Normaliser des écoles, augmenter les taux d'enseignants ou encore rendre l'école gratuite jusqu'à 16 ans. Ce sont là, entre autres, quelques promesses du président Kaboré alors qu'il était candidat à la présidentielle en 2015. 5 ans après, que deviennent ces engagements? Pour la deuxième fois, le ministre Stanislas Ouarou est sur le plateau de dialogue citoyen pour rendre compte au Burkinabé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Simon. Bonsoir donc à tous et merci de nous rejoindre à cette émission qui se donne pour mission de suivre les engagements du président du FASO à la présidentielle de 2015. Vous le savez, Dialogue citoyen est une émission produite par la RTB avec des partenaires comme Diaconia, WaterAid et la CODEL. Et ce soir donc, monsieur le ministre, le principe est simple, puisque vous étiez passé à cette émission, vous connaissez le principe, ça n'a pas changé. Nous aurons 3 points essentiels à aborder. La question, comme l'actualité l'exige, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Nous allons parler de l'accès à l'éducation. Nous allons parler des infrastructures et de la gestion du capital humain. Alors, 3 personnes viendront à tour de rôle ici échanger directement selon cette thématique avec vous. Et puis, entre ces interventions, il y aura des appels téléphoniques. Il y aura aussi les questions des internautes que nous allons recenser, découvrir ensemble et auxquelles vous allez répondre. Et puis, le public que vous voyez à gauche et à droite est là pour vous écouter. Et à la fin, le public nous dira si vous l'avez convaincu et ça va se traduire par une note sur 10. Voilà qu'un peu le décor, monsieur le ministre. Mais en attendant, avant que les téléspectateurs commencent à appeler, que les internautes envoient les questions, nous avons pour tradition d'aborder 15 à 20 minutes d'actualité de votre ministère essentiellement. Nous sommes en 9 jours. Ça fait déjà 9 jours plutôt que les élèves en classe d'examen ont repris les classes au Burkina Faso. Vous étiez engagé à doter élèves et enseignants, en tout cas chacun devait recevoir 2 masques. À la rentrée, le 1er juin, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, chaque élève et chaque enseignant a reçu ces 2 masques? Alors effectivement, c'était l'engagement et nous avons travaillé à mettre en œuvre donc cet engagement. Alors il faut dire qu'à la date du 1er juin, nous n'avions pas la totalité des masques parce que nous avons évalué le nombre d'élèves en classe d'examen présents dans les classes. Parce qu'il y en a un peu plus, il y en a qui sont des auditeurs libres en cours du soir ou qui sont des candidats libres surtout. Ils ne sont pas pris en compte. Et ceux qui sont présents en classe, donc on les avait évalués à 800 500 élèves. Et donc si vous multipliez par 2, ça vous fait 1 601 000 masques donc, à mettre à disposition. Et puis pour les enseignants et le personnel administratif, du public comme du privé, les élèves c'est la même chose, autour de 120 000 enseignants, 119 000 et quelques, donc disons 120 000, donc on avait besoin de 240 000 masques. Donc ça vous faisait autour de 1 million. Donc 841 000 masques en gros qu'il fallait réunir. Des tailles 3 pour le primaire, pour les élèves du primaire, des tailles 4 pour les élèves donc de 3e, les élèves de niveau CAP, BEP et de taille 5 pour les élèves de terminale et le personnel enseignant et administratif donc des établissements. Et nous étions à autour d'1 million à la date du 1er juin. Donc vous comprendrez qu'effectivement on ne pouvait pas doter tout le monde. Donc on avait décidé dans ce cas de pouvoir doter donc les enseignants et les élèves d'un masque et au fur et à mesure doter donc les masques supplémentaires parce que justement on avait organisé au niveau de la CCTH, la Confédération Coton Textile Habillement qui a donc la convention avec donc, le gouvernement pour la confection des masques, avait décidé de la confection dans les 13 régions. Il y a des régions qui n'arrivaient pas à produire ou qui produisaient de façon insuffisante et il n'y avait que la région du centre qui avait réussi à produire la quantité. Et au niveau de la région du centre, donc, lorsque les directeurs régionaux recevaient les masques, ils distribuaient à 2. Donc la région du centre a bénéficié de 2 masques et les autres 1 au fur et à mesure. Et nous continuons chaque jour, les masques partaient en direction des différentes régions. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 1 506 000 masques. Donc nous ne sommes pas très loin. Nous ne sommes pas très loin. Pas la totalité parce que il vous souviendra qu'au point de presse dernier du gouvernement après le conseil, le porte-parole du gouvernement avait dit justement que la perspective c'était effectivement que
au lundi donc, prochain, qui devait être le lundi 15, je pense. Donc, on devrait avoir donc, les 2 masques par personne, c'est-à-dire les 1 900 000 à peu près. Nous sommes à la date d'aujourd'hui, dans nos magasins, ce que nous avons reçu et distribué, nous sommes à 1 506 000 masques. Et demain encore, nous allons mettre à disposition. Et au fur et à mesure, et donc à la fin de cette semaine, nous serons à 2 masques par élève. Et maintenant, à partir de cela, la quantité de masques que nous allons recevoir sera stockée pour mettre à disposition des élèves à la rentrée scolaire 2020-2021, qui est prévue pour le 1er octobre 2020. Et les autres mesures barrières, est-ce que la Oui. distanciation, par exemple, a été possible dans les classes? Comment ça a été organisé? Dans la majorité des cas, dans la quasi-totalité. Et j'ai été extrêmement séduit et impressionné par les collègues de l'enseignement primaire. Parce que vous savez que le gouvernement a décidé de réquisitionner de façon collective. Et pour une période donc, allant du 1er juin au 15 juillet, l'ensemble des enseignants et des personnels administratifs des établissements pour accompagner donc l'organisation donc de cette période de reprise et favoriser de bons résultats scolaires pour les élèves. Et au niveau du primaire, ils se sont organisés de façon à diviser les classes. Et moi, quand j'ai fait des visites, j'ai vu des classes donc, où vous avez 20 élèves pour 2 enseignants. Donc vous avez en moyenne 10 à 12 élèves pour un enseignant pour préparer les examens. Au poste primaire au secondaire, par endroit, ça a pu se faire. Il y a d'autres endroits où la difficulté, il y a eu 2 difficultés. Il y a des enseignants qui n'ont pas souhaité donc, la scission de leurs élèves. Et il y en a où il est difficile dans la mesure où dans un CG, par exemple, vous vous retrouvez avec un seul professeur de mathématiques ou de physique-chimie. Et donc la division alourdit un peu. Mais il y en a, ils se sont organisés dans la majorité. En tout cas, cela a été fait et les choses se passent grosso modo très bien sur le terrain. Alors parlons de ceux qui n'ont pas repris. Il y a environ 4 millions d'élèves qui n'ont pas repris les classes, qui n'ont eu que 70% du programme classique. Okay. Et qui se sont retrouvés de façon anticipée en vacances, qui passeront certainement plus de 3 mois, comme c'était le cas à la maison, qui ont le temps d'oublier les cours qu'ils ont déjà pris. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de fabriquer ce que certains ont appelé une promotion sacrifiée? Non, pas du tout, parce que même ceux qui finissent l'année de façon normale, hein, vous savez que quand ils vont en vacances, ils reviennent, ils ont pratiquement tout oublié. Mais pour éviter justement ce décrochage scolaire-là, qui peut être effectivement préjudiciable à la qualité donc, des apprentissages, donc nous travaillons à doter donc, ces élèves-là donc, de support, des cours à la radio, à la télé. Nous avons commencé de façon urgente par les classes d'examen, donc les cours à la radio, les cours à la télévision, par Internet sur nos sites. Et nous sommes en train de produire donc, des annales. 17 types d'annales. Ce sont des cours qui sont disponibles à Moussodougou Non, ils sont disponibles partout où effectivement ils ont accès donc, à la TNT, où ils ont accès à la radio, où ils ont accès à Internet. Et nous sommes en train de produire 17 annales pour partager à ceux qui n'en ont pas. Et nous sommes actuellement, nous avons acquis autour de 1500 outils TIC, donc 15 téléviseurs, 305 smartphones et 1202 radios que nous allons partager à environ 1500 familles dans un certain nombre de régions. En attendant donc en fait, une commande plus grande qui va se faire dans le cadre donc dans le cadre donc de requêtes que nous avons formulées auprès de partenaires. Donc nous travaillons à ce que cela puisse se faire. En tout état de cause, ce que nous avons arrêté, qui est important, c'est que tous les enseignants au niveau du préscolaire et du primaire doivent déposer à la date de mi-juillet un mémorandum. Un mémorandum, c'est quoi? C'est un document qui présente l'état d'avancement des activités pédagogiques dans une classe donnée, qui permet de dire jusqu'où on s'est arrêté et qu'est-ce qu'il reste à faire, de façon à ce qu'à la reprise, nous souhaitons que les enseignants puissent retrouver leur classe, progresser avec leurs élèves de façon à pouvoir donc mettre en œuvre ce mémorandum pour que les premières semaines du mois d'octobre servent pas à des révisions, mais à des compléments donc de programmes, parce que pour certaines matières, certains chapitres sont essentiels pour les chapitres qui vont être vus donc en année supérieure, comme les mathématiques, la physique, chimie ou d'autres, l'arithmétique, le calcul, etc. Donc ils vont le faire pendant une certaine période avant de passer donc au programme officiel. Donc comment pendant cela un mois, peut être possible quand, par exemple, vous êtes dans un village, vous devez d'abord peut-être désherber l'école qui a eu le temps de prendre beaucoup d'herbes. Vous avez peut-être 2 semaines pour cela. Vous avez le programme de l'année en cours. Ça ne pose pas de problème pour le primaire et autres. Je vous dis que c'est vrai qu'on a fait 70% et les 70% sont conformes donc aux normes
aux normes réglementaires en matière de validation d'année scolaire, au moins 70% de l'année est validée. Mais ce que vous dites, quand la plupart des enseignants ont repris, au niveau du primaire, les programmes sont pratiquement achevés, presque totalement achevés pour les CM2. Donc, ils ont une organisation qui permet de le faire, d'alléger. Nous avons aussi développé des curricula d'éducation en situation d'urgence qui peuvent être déroulés sur 4, 5, 6 mois de façon à couvrir l'ensemble du programme. Ça va être mis à leur disposition. Et pour le poste primaire et secondaire, à partir des cahiers de texte, dans le cadre des conseils d'enseignement, les enseignants s'organiseront pour pouvoir donc assurer ce complément-là et poursuivre donc les activités. C'est une année exceptionnelle qui est assez difficile, mais c'est tout à fait possible mais qu'est-ce qu'on de fait, le faire. Monsieur le ministre, si en octobre, on est toujours dans la même situation de Covid? Si en octobre, on est toujours dans la même situation, ce que nous prévoyons, c'est de faire des rotations. C'est pour cela que les masques qui sont en train d'être produits seront produits au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre donc la quantité que nous avons souhaité, confectionner les 12 millions de masques. Parce que au-delà donc des 12 millions de masques, c'est que c'est du made in Burkina, donc c'est extrêmement important. Et nous avons travaillé à ce que les 3 milliards de francs que nous sortons du budget de l'État pour l'acquisition des masques à 250 francs l'unité puissent servir à au moins 20 millions et au moins 20 000 Burkinabés qui sont des familles et donc qui vont pouvoir réjaillir sur 10 fois 20 000 parce que ça mobilise actuellement un peu plus de 6 000 tisseuses, ça mobilise aujourd'hui presque 10 000 tailleurs un peu partout et des découpeurs et tout. Et aussi, donc, ça permet aussi à la FILSA de fonctionner parce que c'est FILSA qui produit les fils et tout. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, il y a la qualité parce que le laboratoire national donc, du textile de l'armée vérifie donc la qualité avant de le mettre à disposition. Donc, si effectivement, à la rentrée d'octobre, il y a le Covid, ce qui est possible, parce que de toutes les façons, dire qu'il y a le Covid, il peut ne pas y avoir de Covid au Burkina, mais tant qu'il y a des cas actifs dans la sous-région et dans le monde, du coup, on est exposé et donc il faut prendre des dispositions. C'est pour cela qu'à la rentrée, si ça continue, nous allons travailler à faire de la rotation. Donc, partout où les mesures de distanciation ne seront pas possible d'être respectées. Nous allons diviser les classes, par exemple, en deux. Oui, tout à fait. Oui, on les divisera par 2 ou 3 et ils feront cours 2 ou 3 jours par semaine et l'autre groupe reviendra pour 2 ou 3 jours. Ça, c'est des choses qu'on va faire en attendant que la situation s'améliore. D'accord. Alors, parlons dialogue social. Le 25 avril, vous aviez annoncé le rétablissement des salaires des agents de votre ministère qui autour de 740 en tout cas, qui avaient été suspendus. Les syndicats ont dit effectivement qu'il y a eu rétablissement pour le mois d'avril, sauf qu'il n'y a pas eu de rappel pour la plupart des cas pour le mois de mars, alors que vous l'aviez annoncé. Et pire, il y a certains autres enseignants qui n'avaient pas été suspendus, qui ont été suspendus en avril. Qu'est-ce qui s'est passé Tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons pas annoncé au niveau du gouvernement que nous allions rétablir avec remboursement. Le chef d'État a donné des instructions suite à l'appel d'un certain nombre de structures syndicales à la compréhension. Donc, à demander justement qu'on puisse rétablir à partir du mois d'avril. Donc, c'est ce que nous avons fait. Il se trouve que le mois de mars ne faisait pas partie. Donc, j'arrive effectivement. Maintenant, il se trouve que lorsque donc cette opération se menait, il y a certains qui n'avaient pas effectivement pu être donc coupés. Et voilà, justement, et justement par souci d'équité. Donc, je pense qu'il devait être 13. Donc, c'est ce qui a été fait au mois d'avril. Mais il y a eu certains rétablissements avec rappel qui concernent donc des fonctionnaires pour lesquels donc, les responsables donc, au niveau des concentrés ont considéré qu'il y avait des erreurs et donc cela a été corrigé, ce qui est tout à fait normal. Ce que je voudrais dire, c'est que... Certains ont dit qu'il s'agissait d'une manière un peu de diviser... non, ça, ce n'est pas l'objectif. Je pense que chacun est suffisamment responsable. Les différents syndicats qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la reprise l'ont dit clairement, ils n'arrêtent pas de lutter, ils continueront de lutter, mais leur lutte ne doit pas avoir donc, pour objectif de prendre en otage les enfants de ce pays. Et donc, c'est dans ce cadre qu'ils ont repris. Non, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on constate de plus en plus, et c'est assez surprenant, c'est qu'on a des agents de la fonction publique qui refusent de travailler, mais qui veulent exiger de l'État d'être payés. Moi, je considère ça comme une forme de corruption. Parce que pour moi, la corruption, c'est quoi? Mais c'est une forme de corruption. Vous ne travaillez pas et vous prenez indûment de l'argent, donc des ressources de l'État, donc des impôts, pas des impôts, on va dire donc des contributions du contribuable burkinabé. Parce que qu'est-ce qui est dit? C'est qu'on paye après service fait.
Vous n'avez pas travaillé et vous voulez percevoir de l'argent, vous ne voulez pas qu'on vous prélève quoi que ce soit. Moi, je considère ça comme une forme de corruption. Pour la grève du 16 au 20, par exemple, ils ont été coupés, ils ont jugé que c'était normal, sauf qu'ils n'ont pas compris pourquoi le salaire doit être suspendu. Non, ils ont très bien compris, ça a été expliqué. Le Burkina Faso ne reconnaît pas le mouvement d'humeur. Et cela a été qualifié clairement par le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative de notre pays. Le mouvement d'humeur est illégal et à partir de ce moment, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Et il y a un certain nombre d'arrêts dans ce pays qui datent d'un certain nombre d'années avant, où justement il y avait eu ce genre de conflit entre les partenaires sociaux et le gouvernement, où ils avaient refusé d'évaluer les élèves et tout. Et donc il y a un certain nombre d'actions, refus d'évaluer, refus de transmettre des statistiques, refus de transmettre des notes, etc. Ça fait partie de leurs obligations en matière administrative. Et refuser de le faire, c'est ne pas exécuter donc ces activités. Et à partir c'est considéré comme un mouvement de grève. Non, pas comme un mouvement de grève, c'est considéré comme une inexécution de la tâche pour laquelle vous êtes payé. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment, vous ne devez pas vous attendre à être payé, puisque vous n'avez pas exécuté donc les tâches pour lesquelles donc, vous êtes payé. Donc ils le savent. Maintenant, ce qui a été fait par le gouvernement, s'ils considèrent que c'est un abus, bon, les juridictions sont là, ils peuvent les saisir, on va y aller. Nous avons tous les textes ont été appliqués par le gouvernement, et donc le gouvernement reste, en tout cas ouvert au dialogue, mais considère que lorsque vous décidez de ne pas exécuter vos activités, vous ne devez pas vous attendre à prendre de l'argent. Donc, à l'heure où nous sommes, il n'est pas question de rembourser les suspensions de mars. Moi, je ne le dirai pas parce que, de toutes les façons, comme vous l'avez dit, le 25 avril, le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement pour le rétablissement des salaires. À partir de ce moment-là, il ne m'appartient pas à moi de dire qu'il n'est pas question et tout. Je dis simplement, et je précise dans quelles conditions le gouvernement a pris cette décision. Et je souhaite que les gens en soient informés et que chacun accepte aussi de comprendre que lorsque vous prenez indûment de l'argent, c'est une forme de corruption parce que quand les structures d'audit viennent dans nos ministères pour faire un audit, quand on vous dit de rembourser, on vous dit de rembourser parce que vous avez pris de l'argent que vous ne devrez pas prendre ou bien vous l'avez utilisé dans un sens que vous ne devriez pas faire. Donc ces structures devraient aussi nous auditer quand il y a des mouvements d'humeur, quand il y a des cas de grève dans des administrations. Ils devraient venir aussi auditer pour s'assurer que ceux qui n'ont pas travaillé ont aussi été donc prélevés d'une façon ou d'une autre. C'est important parce que c'est des ressources du contribuable. Moi, je le mets, en tout cas, c'est mon point de vue, et je les mets dans le même sac. Donc rien n'est fermé, rien n'est terminé. Non, pas du tout. On continue de discuter. Vous avez vu qu'après, on a continué de discuter et tout. Il y en a qui, à un moment donné, ont considéré qu'ils ne pouvaient plus continuer la discussion. Ils sont partis. Mais nous continuons toujours, nous sommes ouverts au dialogue. Mais nous avançons, comme l'a dit le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. On continue de dialoguer avec tout le monde. Mais quand des gens vous tirent par derrière, à tout moment, vous n'allez pas passer le temps à regarder ce qui se fait. Vous devez aussi avancer. Et nous avançons en continuant de discuter avec eux, à les appeler à la raison, mais aussi à sensibiliser certains agents de l'État qui ne connaissent peut-être pas les textes donc, de la République, qui ne connaissent pas les textes qui régissent donc leur statut et qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques. Maintenant, si vous connaissez les textes et malgré cela, vous allez quand même en mouvement, ça, c'est en toute connaissance de cause. Et là, vous ne devez pas être surpris de ce qui va se passer. Est-ce que vous ne craignez pas à un moment donné un blocage? On ne souhaite pas le blocage. C'est pour ça qu'on est ouvert au dialogue. On ne souhaite pas le blocage. Mais en même temps, il ne faut pas aussi cultiver l'impunité. D'accord. Alors, on va évoluer. On va appeler M. Barthélémy Tenkodogo. Il est enseignant, il est aussi consultant. Il est le premier panéliste de cette émission. Il doit échanger avec vous, Monsieur le ministre, sur les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Monsieur Tenkodogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez 10 minutes pour échanger avec Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Tenkodogo. Je vous félicite pour les efforts que vous fournissez pour le respect des engagements du président et surtout pour la réouverture des écoles au Burkina Faso. Merci. Et au regard de ces réouvertures, nous avons constaté qu'avec la Covid, l'un des dispositifs essentiels, c'est le lavage des mains. Tout à fait. Et nous constatons aussi que jusqu'à nos jours, avec le rapport de 2019, il y a au moins 41,3% des écoles qui n'ont pas de sources d'eau potable. Alors, comment, à votre niveau, vous prenez pour que le dispositif de lavage de mains là puisse fonctionner? Oui, en fait, il y a deux volets en matière d'eau.
d'accès à l'eau. Et vous avez effectivement raison en disant qu'une des mesures barrières importantes, donc, c'est le lavage des mains. Et dans le cadre du plan de riposte donc, adopté par le gouvernement pour donc, la continuité éducative et la reprise des activités pédagogiques, le gouvernement a effectivement prévu à ce niveau la distribution du savon dans les établissements et maintenant a appelé donc la communauté. Donc dans un village, la communauté villageoise, les parents d'élèves et tout, à contribuer à côté en accompagnant les établissements qui ne disposent pas de dispositifs de lavage des mains ou de points d'eau, donc à les accompagner à le faire. Et nous avons dit aussi en donnant des exemples, on a pris un exemple du Lesotho où lorsqu'ils sont dans des écoles où il n'y a pas d'eau, les enfants viennent avec des bidons, des petits bidons qu'ils utilisent donc pour boire et puis pour se laver les mains et tout. Donc, nous n'avons pas demandé un dispositif sophistiqué. Il y a des dispositifs Tipitap, il y a d'autres dispositifs. Et on a vu effectivement que à la reprise des activités pédagogiques, il y avait toutes sortes de dispositifs, mais en tout cas qui contenaient de l'eau. Mais vous avez raison. Lorsque nous avons fait le point et nous suivons au fur et à mesure donc, les établissements qui ne disposent pas de points d'eau, ou de latrines, parce que ça va ensemble. Et donc, nous avions, pour ceux qui ne disposent pas de points d'eau, 5372 établissements dans le pays, sur autour de 21 000 établissements. Et puis, ceux qui ne disposent pas donc de latrines, 2667. Et justement, quand on fait les évaluations pour pouvoir donc leur apporter un forage, adduction d'eau potable, etc., donc, nous avons un besoin de 40 milliards, 290 millions pour le faire. Et pour les latrines, autour de 10 milliards. Donc, en gros, 50 milliards pour cette initiative. Malheureusement, les normes éducatives n'étaient pas appliquées ou respectées ou n'existaient pas avant. Et donc, on assistait à des constructions sans ce dispositif. Mais aujourd'hui, les normes éducatives ont vraiment évolué et c'est respecté. Lorsque vous construisez, lorsqu'il n'y a pas de disponibilité en eau potable, d'adduction d'eau par l'ONEA, donc vous êtes obligé de mettre justement, d'abord, il faut qu'il y ait un fourrage positif pour que vous soyez autorisé à continuer de construire. Et aujourd'hui, tout ce que nous construisons, en tout cas pour ce qui est de l'État et de ses partenaires, donc ça fait partie donc, des dispositifs. Mais en attendant que nous puissions trouver ces ressources pour mettre à disposition de tous les, on va dire donc de tous les établissements, donc nous demandons à la communauté aussi d'apporter sa contribution pour permettre donc de pouvoir faire respecter ces dispositions. Sur ça. Quand on prend de 2018 à 2019, il y a eu une réduction de 3% sur de 45% à l'époque qui n'avaient pas accès à l'eau. Aujourd'hui, on a 43% et quelques. Tout à fait. Or, dans les promesses, je reviens à zéro corvée, puisque les écoles y font partie. Tout à fait. Il nous reste pratiquement quelques 6 mois. Alors, comment vous pourrez résoudre ça avant? C'est une promesse, c'est un engagement. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et lorsque les promesses ont été faites, cela s'est traduit par un document qui est le Plan national de développement économique et social. Et dans le cadre de ce Plan national de développement économique et social, un certain nombre d'engagements tracés ont été établis. Et au niveau du ministère de l'eau, il y a un certain nombre de cibles. Pour la construction des forages, c'était 7500 forages à réaliser en 5 ans. Et au niveau du ministère en charge de l'eau, ils sont à plus de 8200 forages réalisés, mais il y a un besoin. C'est un peu cela, c'est un peu comme les classes sous paillotte, c'est un peu cela, ce n'est pas suffisant. Il y a un projet de la Banque mondiale qui accompagne le P4R, justement qui permet au ministère en charge donc, de l'eau de continuer de réaliser des forages. Et effectivement, ils en réalisent. Pour les écoles aussi, c'est-à-dire pour la population, mais aussi pour les écoles. Il est arrivé justement que ils sont venus le mettre dans des écoles où nous avons entrepris des constructions d'effacement de classes sous paillotte ou de normalisation. Et comme c'est des normes éducatives, c'est accompagné de forages. Quand c'est comme ça, nous, le maire de la localité, le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle ou celui du poste primaire et du secondaire, adresse une correspondance donc, au ministre pour demander donc, un changement de site pour pouvoir construire le forage. Donc nous prenons le forage du ministère en charge de l'eau et le forage qui était prévu dans les travaux de construction, nous les mettons dans un autre établissement où il n'y a pas donc de forage. Donc ça, nous le faisons aussi pour compenser. Mais je suis d'accord avec vous qu'il nous reste 6 mois et il y a encore des défis. Moins de 6 mois. Moins de 6 mois, d'accord. Donc 6 mois, moins de 6 mois, mais il y a encore des efforts à faire. Mais on continue le processus et tout. Donc il y a les réalisations. Maintenant, en tout cas, on réalise avec cela. Mais à côté de cela, il y a ce qui avait été réalisé qu'il faut faire. Mais le ministère en charge de l'eau, en tout cas, continue de nous accompagner. Merci, monsieur le ministre. Je reste toujours dans ce domaine-là parce que j'ai vu le 25 mai que vous avez participé avec la ministre de la Santé et du représentant pays de WaterAid
pour le lancement de la journée mondiale de l'hygiène, de la journée de l'hygiène menstruelle. Et en même temps, je me suis rappelé qu'en 2018, vous êtes passé sur ce plateau où vous avez promis effectivement qu'il y aura des modules et les enseignants seront formés à ce niveau. Je ne sais pas vous êtes à quel niveau actuellement. Et de deux, le problème toujours des latrines, ça se pose au niveau des écoles. Je suis enseignant, j'en vois beaucoup. Voilà. Jusque-là, comment cette question-là, vous pourrez tenir ces engagements-là? Oui, il faut dire que pour les modules, les guides, cela a été élaboré. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont formés. Nous sommes accompagnés dans ce processus par 5 ONG, par l'UNICEF, par Plan International, par WaterAid, par Catholic Relief Service et puis par Action contre la faim. Donc, qui accompagne en termes de ressources pour certains, pour la formation donc, des encadreurs sur la gestion hygiénique des menstrues, sur l'hygiène et tout. Et puis aussi, ils accompagnent aussi dans la réalisation de forages, dans la réalisation de latrines, dans des ressources pour l'entretien aussi des latrines. Parce qu'il y a la réalisation et il y a l'entretien. Dans l'entretien aussi des latrines, actuellement, cela concerne 1346 écoles à travers donc, une dizaine de régions dans notre pays. Donc, ils accompagnent aussi le processus. Donc, c'est quelque chose qui est fait, mais qui malheureusement ne touche pas l'ensemble des écoles pour le moment, pour simplement des disponibilités de ressources. Il vous reste 4 minutes, M. Tenkorogo. Okay. Monsieur le ministre, je vais terminer par toujours sur la question de la Covid. On a vu le plan de riposte. On a vu que laver les mains, c'était un élément de prévention. Qu'est-ce que vous prévoyez effectivement pour le renforcement de la résilience après la Covid-19? Je pense que la Covid a été aussi une opportunité en même temps de pouvoir faire un certain nombre d'efforts. Comme je dis, la question du dispositif de lavage des mains, la question donc de travailler justement à améliorer les questions de latrine, à améliorer les questions d'accès à l'eau. Et nous avons aujourd'hui soumis 2 requêtes. On va dire même, je dirais peut-être 3. Donc, il y a une requête avec la Banque mondiale de 5 millions de dollars donc, qui est sur la table de la banque. C'est des fonds acquis. Maintenant, c'est le plan qui est en train d'être examiné pour être validé. Les fonds sont là. Et dans le cadre de ces fonds-là, c'est pour accompagner donc, la question donc, de l'éducation en situation d'urgence. Et à ce niveau, on a aussi toutes les questions liées à l'eau et à l'assainissement qui sont prises en compte dedans. Il y a une deuxième requête du Partenariat mondial pour l'éducation. C'est des fonds acquis aussi. La requête a été déposée il y a quelques semaines avec comme agent partenaire l'UNICEF de 11 millions de dollars dans lesquels une bonne partie est consacrée à ces questions d'eau, d'accès à l'eau, des questions d'hygiène menstruelle et tout. Et enfin, une dernière requête en lien avec la Covid-19. Le Partenariat mondial pour l'éducation nous avait adressé une correspondance au ministre des Finances et à moi pour dire qu'il nous mettait à disposition 10 millions de dollars pour que nous puissions riposter contre la maladie. Et donc nous avons travaillé à élaborer, le plan a été adopté, à préparer la requête. Et là, ils nous ont réécrit pour dire, compte tenu des besoins au niveau mondial, de tous les pays qui sont partenaires du Partenariat mondial, ils ont décidé de revoir à 7 millions de dollars. Donc la requête était partie, nous sommes en train de la réadapter. Et à ce niveau aussi, il y a vraiment une bonne partie consacrée à l'acquisition, par exemple, de dispositifs de lavage des mains, à la question donc de construction de forages et tout, pour permettre donc qu'on ait de l'eau pour pouvoir respecter ces mesures barrières. Donc je pense que, grosso modo, on devrait pouvoir, si tout se passe bien, améliorer cela. Je ne dis pas tout achever, mais améliorer. Pérenniser. Donc, pérenniser après la COVID. Ah oui, forcément, puisque de toutes les façons, quand vous construisez un forage, ce n'est pas pour la Covid, le forage, il reste pour la population et pour les élèves. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Pour les dispositifs de lavage des mains, il y a des dispositifs fabriqués que vous connaissez, mais il y a des dispositifs que nous fabriquons avec du ciment, qui sont fabriqués dans le cadre donc, des cantines scolaires, pour permettre aux enfants de se laver les mains pour manger. Ça aussi, ça pourra se faire. Donc, ce sont des... En fait, c'est vrai que dans le cadre de la Covid, et dans le cadre de l'ESU, c'est des fonds qui sont mobilisés, mais ce que nous mettons comme action sur le terrain, c'est pour aller au-delà, effectivement, c'est des choses qui vont rester. Merci à vous, M. Tenkorogo, d'être venu échanger avec M. le ministre. Alors, M. le ministre, on va découvrir ensemble une question sur la plateforme, puisque les internautes interviennent à cette émission. Nous lisons ensemble, M. le ministre, quelle est la politique du MENA en concert avec le département en charge de l'environnement pour l'opérationnalisation de l'éducation environnementale. Si on sait que ça permet d'éveiller et contribuer au changement de comportement pour la sauvegarde d'un cadre de vie sain et agréable.
Oui, tout à fait. Nous n'avons pas, malheureusement pour le moment, une politique en tant que telle en lien avec la question de l'éducation environnementale, mais dans nos curricula, c'est une question qui est prise en compte. Mais je sais qu'avec le ministre en charge des ressources animales, il a partagé avec moi donc un document pertinent dans ce sens-là qui permet effectivement de monter donc tout un projet pour faire en sorte que cette question soit abordée aussi bien sur le plan théorique comme cela est fait dans nos curricula, mais sur le plan pratique aussi, à travers par exemple toutes ces questions de jardinage, de plantation d'arbres, etc. et de les arroser avec justement les forages que nous mettons à disposition. Donc ça c'est quelque chose qui a été partagé, mais je reconnais et j'avoue que pour le moment nous n'avons pas avec le ministère de l'Environnement donc un projet que nous pilotons dans ce sens, mais c'est contenu dans nos curricula d'éducation. Et dans les nouveaux curricula en cours de réalisation, c'est pris en compte. Nous allons découvrir une autre question ensemble sur la plateforme toujours. L'héroïne du Faso, en matière d'accès à l'assainissement, le gouvernement burkinabé avait annoncé la réalisation de 324 j'imagine, forages dans les écoles en milieu rural et de 125 latrines dans les écoles en milieu urbain. Quel est le bilan à ce jour? Alors, je ne sais pas si ça avait été annoncé, c'est possible, je ne me souviens pas, mais ce que je sais, c'est que ce qui a été fait à ce jour dépasse largement ce nombre. Je vous ai donné déjà avec les partenaires comme les 5 ONG avec lesquels nous travaillons. Ils ont construit des forages et des latrines dans 1346 écoles à travers le pays. Et nous-mêmes, dans toutes nos réalisations aujourd'hui, dans les normes éducatives de construction, quand nous construisons, ça prend en compte donc des latrines garçons, des latrines filles, des latrines pour personnes en situation de handicap et aussi des latrines pour les anciens séparés. Et donc, si nous faisons le point donc par exemple, quand je prends le projet de 100 écoles avec l'appui donc de la République populaire de Chine, nous sommes passés à 111 puisque nous avons, dans le cadre du taux de change entre le CFA et le dollar, économisé autour de près de 600 millions, ce qui nous a permis d'ajouter 11 écoles. Dans chaque école, il y a forcément des latrines. Et donc déjà, et si vous ajoutez ces 1346 écoles et tout ce que nous construisons depuis le début, puisque j'imagine que c'est le troisième point de cette émission sur les réalisations, vous allez voir que nous avons construit beaucoup plus que ça, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. D'accord. On va prendre une troisième question et nous pourrons évoluer à ce moment-là. Quelle est la politique du ministère de l'Éducation dans la gestion hygiénique des menstrues des filles dans les écoles? Les statistiques semblent nous donner que 15% primaires et post-primaires d'établissements qui ont des infrastructures adaptées. Alors, quel point peut-on en faire? C'est tout ce que j'ai dit, tout à fait. En fait, on a des modules de sensibilisation, de formation. Nous travaillons avec les différents partenaires. Et récemment, nous avons célébré la journée internationale de la gestion hygiénique des menstrues. Donc, nous avons... c'est quelque chose qu'il faut améliorer, mais en fait, les chiffres sont là, comme je vous dis. Il faut rechercher pour les points d'eau, les 4000 et quelques établissements qui n'ont pas de points d'eau et les 2667 qui n'ont pas de latrine, ou qui ont des latrines pas fonctionnelles, il faut chercher un peu plus de 50 milliards de francs. Il faut continuer de les faire à côté des autres défis. Mais on a des partenaires qui nous accompagnent. Et donc, il y a des efforts qui sont faits. Ça s'améliore au fur et à mesure. C'est lent parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais c'est des choses qui se font. Et il faut continuer de faire ces efforts-là. Et nous mettons à disposition des filles des kits hygiéniques, pas mal de choses avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers que sont les 5 ONG. Et donc c'est l'occasion aussi d'appeler les bonnes volontés à accompagner le gouvernement dans cette initiative. On va prendre une question au téléphone cette fois avec M. Pegwende Kiedga qui nous appelle de Banfora. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Ok, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, avant d'intervenir, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait concernant les réalisations. Voilà, ma question concerne le cas des personnes handicapées. L'assainissement et la disposition de lavage des laits ont été mis dans les 2 jours-là. Mais cela ne respecte pas le droit des personnes handicapées. Les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser. Et dans les écoles, vous allez tourner, vous n'allez pas voir un wifi ou quelque chose comme ça pour les personnes handicapées, spécialement pour les personnes handicapées. Bon, vous, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites pour la promotion des droits des personnes handicapées? Parce que leur accessibilité même à l'école ou dans les classes sont difficiles. Il n'y a pas un temps spécial pour eux
ni de lavage, de mains spéciales coupées. Et chaque fois, vous êtes en train de faire des discours là-dessus. Moi, ça ne croit pas. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Kelga. Monsieur le ministre. Je pense que c'est une dame, non? C'est un homme. C'est un homme. C'est un C'est un monsieur? Oui. Bon, je sais pas. En C'est tout un cas, monsieur. Ça a été ce que je peux confirmé. dire à Kietga, c'est que je pense qu'il ne visite pas certains sites. Comme j'ai dit, donc, dans le cadre donc, des normes éducatives aujourd'hui, il n'est pas possible de réaliser des infrastructures sans prendre en compte cette question. On a des rampes donc, pour les permettre aux personnes handicapées d'accéder aux établissements. Ça existe aujourd'hui dans tous les établissements que nous réalisons. Ce qui a été réalisé avant 2016, je ne peux rien dire. Peut-être qu'il y en a qui ont pris encore, d'autres n'ont pas pris. Mais maintenant, c'est une obligation. Ça fait partie des normes. Pour qu'on puisse même valider justement donc, un plan de construction, ça doit faire partie. Et toutes les latrines qui sont réalisées aujourd'hui, il y a des latrines pour personnes handicapées avec rampe. Je l'invite à aller visiter donc, les réalisations qui sont faites en 2016 et 2020. Ça prend en compte. Maintenant, pour la question du dispositif de lavage des mains, c'est effectivement ce qui est au niveau donc de... Là, on doit adresser la question aussi à ceux qui fabriquent pour qu'ils prennent en compte donc cette question, parce que tout ce qui est fabriqué est mis à disposition en termes d'acquisition par achat et tout, ne prend pas en compte. Donc, pour ces personnes, il faut d'autres dispositifs, des bouillards et autres. On a vu, donc justement, dans des établissements où le dispositif qui est mis, ce sont des bouillards. Il y en a, ce sont des seaux avec un gobelet. Ça permet aux personnes aussi de pouvoir donc se laver les mains. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Donc, un peu partout, en tout cas, ça a été pris en compte. Maintenant, pour les anciennes constructions, là, je ne peux rien dire, mais les constructions en 2016 et 2020, pour les normes que nous avons, et les infrastructures que je visite, c'est totalement pris en compte. Et là, ça fait partie donc de nos critères vraiment de qualité, d'équité dans l'éducation, et ça, ce n'est pas à négocier. D'accord. Nous allons aborder le second point de cette émission avec la question de l'accès à l'éducation. Et j'invite ici M. Yembouani Yves Woba, il est directeur exécutif de l'association Tintois, basée à Fada, à nous rejoindre. Vous avez donc, M. Woba, 10 minutes pour échanger avec M. le ministre. D'accord, merci bien. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. Woba. Ma première question va aller sur un des engagements du président qui parlait de la promotion de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Et cette question a deux volets. La première en lien avec le FONEF, qui est le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Le FONEF a été créé pour booster les indicateurs au niveau de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Mais malheureusement, à la suite de la création du FONEF, les partenaires qui avaient des conventions avec les ONG ont supprimé ces conventions-là sous prétexte qu'ils finissaient déjà le FONEF pour ne pas financer doublement. Et par la suite, avec les accords de Paris, les partenaires ont arrêté de financer directement le FONEF pour financer le MENA, afin que le MENA puisse financer le gouvernement, pour que le gouvernement ensuite puisse financer directement le FONEF. Et nous avons constaté qu'en 2011, le FONEF a un financement de près de 9 milliards. Juste après 2011, on est passé à des financements en moyenne les 5 dernières années autour de 3 milliards et demi. Pendant que la demande était satisfaite qu'à 17% ces 5 dernières années, et les 17% n'atteignent même pas 1,3% de la demande nationale au niveau du Burkina pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Monsieur le ministre, je profite justement pour savoir quelle est la place qu'occupe réellement l'éducation non formelle dans votre département. Alors, il faut dire que l'éducation non formelle est essentielle, pas dans le département, mais pour l'atteinte donc des ODD en 2030. Vous ne pouvez pas atteindre les ODD sans la promotion de l'éducation non formelle, ça c'est une réalité. Et je suis d'accord avec vous qu'effectivement, pendant un certain moment, l'éducation non formelle avait reçu un certain nombre de financements, des financements allant jusqu'à près de 10 milliards de francs CFA. Et depuis quelques années, nous sommes passés à 2 milliards pour ce qui est du FONAF, mais pas pour ce qui est de l'ensemble des actions en matière d'éducation non formelle. C'est assez différent. Effectivement, donc c'est lié donc à des contraintes budgétaires, mais toujours est-il que le FONAF est essentiel et reçoit donc ces ressources-là de nous. Mais à côté de cela, il y a des ressources de partenaires. On a récemment un projet qu'on a lancé, un projet donc de formation des jeunes de 14 à 18 ans, déscolarisés ou précocement sortis de l'école, qui vont être formés et tout, d'un montant d'un peu plus de, je pense, de 5 milliards, qui a été financé par la
la coopération SWIFT et le Burkina Faso. Il y a aussi donc un financement de près de 6 milliards dans le cadre donc de la promotion donc de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle qui utilise les langues nationales. Il y a aussi donc le fait que le ministère ait changé de nom pour devenir un ministère chargé de la promotion des langues nationales, ce qui a occasionné la création d'un secrétariat permanent chargé de la promotion des langues nationales qui a travaillé à ce que nous puissions, l'Assemblée nationale puisse adopter une loi donc, de promotion et d'officialisation de langue nationale. Et actuellement, nous travaillons sur le document de politique linguistique. Donc, les travaux vont démarrer bientôt. Donc, nous sommes en train de discuter avec des consultants à ce niveau. Okay. Donc, il y a un ensemble de choses. Donc, résumer donc, le financement au FONAES, de mon point de vue, c'est un peu restrictif. Il faut aller au-delà. Donc, la coopération sur d'autres partenaires financent. Et donc, l'ensemble permet de dépasser donc, ces 2-3 milliards aussi. Okay. Merci, mais en plus, je pense que puisque le FONEF est quand même le principal fonds à date, donc avoir plus de fonds au niveau du FONEF quand même pourrait permettre justement d'avoir plus de résultats. Tout à fait. Et je pense que partir vers d'autres sources de financement, vous venez de citer certaines sources, c'est intéressant, mais pour qu'on adresse une requête pour le non formel, par exemple au niveau du PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, vous l'avez cité tout à l'heure, avec plus de 11,7 milliards pour le Burkina. Et aussi encourager les PTF, les partenaires techniques et financiers, à collaborer directement avec les ONG comme ça se faisait dans le temps. Je pense que ça peut aussi booster les chiffres, justement, comme vous l'avez dit, dans les ODD, c'est important, l'éducation non formelle. Non, c'est tout à fait possible. Mais il y a un dialogue entre les partenaires techniques et financiers et les structures éducatives. Et nous avons une direction générale de l'éducation non formelle. Cette structure est impliquée dans le cadre partenarial, dans tous les échanges. Et donc, le compte d'affectation spéciale du territoire qui reçoit tous les fonds de partenaires, en fait, les partenaires décident. Il y a des partenaires qui décident, par exemple, de financer que le préscolaire. Donc, quand ils mettent 1 milliard préscolaire, il y en a qui décident de financer que le primaire, d'autres le post-primaire, d'autres l'enseignement, la formation technique et professionnelle, et d'autres l'éducation non formelle. Il ne faut pas obliger donc, les partenaires à le faire, mais soyez rassurés que ce pot commun-là permet effectivement en partie de financer aussi donc, les activités de l'éducation non formelle. D'accord. En parlant de préscolaire, monsieur le ministre, on constate que depuis 1958, le Burkina Faso a débuté le préscolaire, mais les chiffres sont toujours bas. En 2018-2019, on a 5,2%, avec dans la région du centre 22,2%, contre 1,6% dans les cascades et 1,4% à l'est. On constate déjà une disparité au niveau régional. Tout à fait. Et on constate aussi que les structures publiques sont au nombre de 170, les centres d'éveil et d'éducation préscolaire. Les structures privées sont 918, ça veut dire 5 fois plus que les structures publiques. Et les espaces d'entraide communautaire pour l'enfant sont 260. On constate aussi que le coût d'écolage est très élevé et le goûter est très onéreux. Alors qu'au préscolaire, le goûter est un moment pédagogique, donc partie intégrante des activités. Est-ce que dans un souci de réussite du continuum éducatif, il ne serait pas bon de penser à élargir la gratuité aux 3-6 ans pour aller de 3 à 16 ans au lieu de se limiter aux 6-16 ans? Oui, ça peut se faire, hein, c'est tout à fait possible. Vous avez raison. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'une des difficultés au niveau du développement du préscolaire, c'est la création et l'ouverture même des structures, des centres d'éveil et d'éducation préscolaire. Parce que pour le faire, vous devez disposer d'un personnel qualifié. Et aujourd'hui, aucune structure n'a une autorisation de formation du personnel. Et nous sommes en train de le faire. Hein. Là, c'est bien parti. Okay. Nous sommes en train de préparer bientôt donc, les structures de formation du personnel du préscolaire donc, vont voir le jour, comme cela se faisait dans le cadre des EPFEP. Et ça va se faire. Et pour booster, le chef de l'État s'était engagé à construire 300 établissements préscolaires. On est à 153 réalisés. Et le personnel était formé donc, au niveau des structures de formation des agents de l'action sociale. Et on ne recrutait chaque année qu'environ 40. Nous sommes passés à 200 cette année. Et nous avons reformé donc, les ENEP de façon à ce qu'ils soient formés dans les ENEP. Et aujourd'hui, les 200 là sont en train d'être formés à l'ENEP de Lumbila et à l'ENEP de Gawa en phase pilote. Et après, on va les généraliser dans toutes les ENEP de façon à pouvoir recruter, pourquoi pas 1000 à 2000 comme on le faisait pour les IAC. Ça va booster, mais quand le privé aussi sera autorisé, parce que ce travail est presque clos, à pouvoir ouvrir des structures de formation, on pourra ouvrir au fur et à mesure et ça va se développer. D'accord. Monsieur le ministre, comme il me reste que 4 minutes, j'ai 2 questions que je vais... 3 minutes, j'ai 2 questions que je vais vous poser en une. C'est en lien avec le secteur privé. L'État a autorisé justement le secteur privé à l'accompagner dans sa politique d'accès.
Et aujourd'hui, avec les normes éducatives dont vous en avez parlé tout à l'heure, on constate qu'il faut un forage, il faut un terrain de plus d'1 hectare. Quelle est la politique que l'État fait justement pour accompagner ces structures privées-là, pour pouvoir accompagner l'État justement à l'accès? Et rapidement, comme je n'aurai plus l'occasion de prendre la parole, aussi pour la question de l'éducation des filles. On constate que beaucoup de filles sont amenées à quitter leur localité d'origine pour aller faire l'école dans le plus gros village ou le chef-lieu de commune. Et cela entraîne justement, malheureusement, des grossesses indésirées en milieu scolaire et un abandon de la fille de ses études. Qu'est-ce que votre département propose aussi dans ce domaine? Merci. Pour la première question qui est importante, c'est la question du secteur privé de l'éducation. Il faut dire que l'éducation ne se fait pas à n'importe quelle condition. Donc c'est important de respecter les normes. Mais nous avons réduit quand même les normes en matière de terrain, en fait, de superficie pour les réalisations. On est passé à des superficies de 10 hectares à 3 hectares et demi, des superficies de 4 hectares à 500, on va dire à 1000 mètres carrés, etc. Donc il y a eu un effort qui a été fait là-bas pour permettre, en tenant compte des réalités, que les gens puissent réaliser, en favorisant donc des constructions en hauteur pour les élèves du post primaire et du secondaire, par exemple, et tout. Ça a été fait. Deuxièmement, comme vous le dites, nous accompagnons le secteur privé de l'éducation. De 2016 à aujourd'hui, nous avons injecté pour en fait, la subvention aux fêtières des établissements FEB, FAIB, FEME, UNEPEL et Secrétariat national de l'enseignement catholique, 26 milliards 771 millions. Et pour payer donc les frais de scolarité des élèves que nous affectons dans le privé, nous avons injecté plus de 12 milliards. Donc c'est dire que nous avons injecté autour de près de 39 milliards de francs CFA et nous allons poursuivre pour qu'ils puissent donc se développer. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que l'éducation c'est la même, qu'elle soit privée ou publique, et donc en fait l'État ne va pas se désengager. Pour la question des filles maintenant, assez rapidement, vous avez raison, mais ce que je voudrais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que pour l'année scolaire 2018-2019, nous avons atteint la parité au poste primaire. Il y a même un peu plus de filles au poste primaire que de garçons. On avait atteint il y a quelques années la parité au niveau du primaire. Donc ça, c'est des efforts qui sont faits. Et donc pour cela, il faut continuer de réaliser des CEG, des infrastructures scolaires à proximité des localités pour permettre aux enfants de le faire. Mais à côté de cela, pour lutter contre, par exemple, le mariage précoce des filles et tout, donc nous accompagnons un certain nombre de filles. Nous avons donc une association que nous avons mis en place dans les structures éducatives qui permet d'identifier ces filles-là et nous accompagnons les parents parce que souvent, elles sont données en mariage précoce par pauvreté. C'est-à-dire que c'est une sorte de troc pour les parents. Je donne ma fille à un prétendant et là, je pourrais recevoir quelque chose de lui régulièrement. Donc, nous les accompagnons avec des rations sèches, avec des ressources, avec souvent de l'argent, avec des bourses pour leur permettre de pouvoir poursuivre leur scolarité. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et cette parité atteinte depuis l'année dernière au poste primaire montre effectivement que les efforts ont payé. Et il faut maintenir ces efforts pour atteindre la parité au secondaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, nous allons prendre une question au téléphone avec monsieur Koubougou qui nous appelle de Djibouti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koubougou. Sur la plateforme, nous allons découvrir ensemble une question. Quel commentaire peut faire le ministre sur la qualité de notre système éducatif actuel et pourquoi on doit continuer à apprendre dans la culture des autres? Qu'est-ce qui est fait pour inverser la tendance des programmes orientés sur l'extérieur et peu sur nos concurrents africains burkinabés? Oui, non, sur la question de la qualité de l'éducation, il a tout à fait raison. Il y a des difficultés qu'il faut améliorer. On avait pensé à organiser des assises nationales sur l'éducation nationale, mais la pandémie de la Covid-19 fait qu'on ne pourra pas le faire actuellement et on espère que cela pourra se faire les années à venir pour qu'on parle réellement de la qualité, parce que la qualité est impactée par beaucoup de facteurs. Donc il y a des facteurs liés aux ressources humaines. Et c'est pour cela que le gouvernement a accepté donc de passer le niveau de recrutement des enseignants au niveau du primaire, au niveau baccalauréat, au préscolaire aussi au niveau baccalauréat, en espérant que
nouveaux modes de formation permettra d'avoir des enseignants de qualité. Ça, c'est essentiel. Deuxième aspect aussi important dans la question de la qualité, c'est la qualité aussi des infrastructures et tout. La question des cantines scolaires, il y a des efforts aussi qui sont faits. Mais je suis d'accord avec vous. Quand je regarde les résultats l'année dernière, au niveau du certificat d'études primaires, nous avons fait un taux de succès de 55%. Ça pose des problèmes, ou de 26% au BPC, ça pose des problèmes. Il y a des efforts qui doivent se poursuivre, mais ce n'est pas lié nécessairement à l'apprentissage dans la langue des autres. On a discuté tout de suite des questions de langue nationale, on a des structures de formation bilingue que nous travaillons à développer. Il y a la stratégie de scolarisation accélérée passerelle qui permet, en associant langue nationale et français, de permettre à des enfants d'un certain âge de pouvoir donc commencer à partir du CE1 ou du CE2 et poursuivre leur scolarité et tout. Donc, ce n'est pas lié à ça. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut revoir. Et il y a aussi la responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Il y a aussi la responsabilité aussi de certains enseignants. Quand vous avez un enseignant qui prend une promotion de CM2 et qui accompagne cette promotion pour faire un échec collectif, cette personne aussi doit se remettre en cause. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il faut qu'on regarde ensemble pour avancer. Ce n'est pas nécessairement ça. Pour terminer, ce que je voudrais aussi lui dire, c'est que nous sommes conscients qu'il faut réformer nos curricula. Et à la réforme curriculaire qui est en cours, on devrait pouvoir, à la rentrée prochaine, commencer au niveau du CP1 avec les nouveaux curricula. Donc, ce travail aussi est en train d'être fait pour pouvoir intégrer davantage un pourcentage donc, de culture endogène dans notre système éducatif, mais il faut aussi apprendre aussi la langue des autres pour pouvoir avancer parce que nous sommes dans un monde globalisé. Monsieur Lazare Sakongé nous appelle de Combicini. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, j'ai deux préoccupations. Allez-y. Alors, ma première préoccupation, c'est concernant toujours la reprise des cours. Alors, est-ce que ce n'était pas mieux qu'on permette, par exemple, les élèves qui sont à un pas de l'examen, je vais parler de ceux qui sont au CM1, 4e et la première, de reprendre avec ceux qui sont en classe d'examen. Vu que le niveau de progression dans les classes n'était pas du tout ça, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on leur permette de reprendre avec les grands frères? Alors, la deuxième préoccupation, c'est toujours concernant la reprise. Alors, lors de sa sortie, monsieur le ministre est allé visiter le lycée Excellence 2000. Alors, ma question, pourquoi il ne s'est pas rendu dans les lycées publics comme le Zenda ou le Nelson? Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon, je peux aller? D'accord, donc je pense que le monsieur n'a pas suivi l'intégralité des différents reportages. J'ai commencé effectivement ma visite par le lycée Excel 2000, qui est un établissement privé. Donc, et j'ai continué après au niveau donc, des écoles Padoua A et B, donc qui sont des établissements publics. Et ensuite, j'ai poursuivi donc ma visite au niveau du lycée professionnel régional du centre, qui est mitoyen du lycée Zenda, qui est un établissement public et tout. Donc, non, on est allé un peu partout. Et à travers le pays, on avait autour de 8 missions. Ils sont allés d'autres à Waïbia et en revenant à Yako, etc. D'autres sont allés jusqu'à Bovo-Banfoura, d'autres sont partis dans le sud-ouest, d'autres sont partis à Fada, un peu partout. Donc, je n'ai pas vidé que Excel 2000. Alors, j'ai visité les établissements publics aussi. Alors, deuxième question, c'était la question de la reprise des cours. Pourquoi n'avoir pas? Bon, je voudrais d'abord dire que ce débat est clos puisque le Conseil des ministres a validé donc les différentes procédures de validation de l'année. Pour eux, l'année est validée. Et comme j'ai dit, donc il y a ces cahiers donc, de textes qui vont permettre, à travers les conseils, parce qu'à la reprise, donc le 15 septembre, c'est la reprise administrative. Donc les enseignants seront présents et pendant 2 semaines, ils vont travailler à s'organiser pour voir comment ils feront pour donc dispenser un certain nombre de modules qui n'ont pas été abordés. Oui, on ne va pas revenir là-dessus, on va passer à autre chose. Il y a M. Oba qui nous appelle de Ouagadougou. Nous allons l'écouter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Ok. Concernant donc l'intervention du ministre, voilà, je voudrais lui poser une question. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, la question est que... Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur ou l'éteindre tout simplement?
Non, en tout cas, je ne suis pas proche du poste de leader. D'accord. Voilà. La question est que je souhaite en tout cas que l'année soit terminée. Par conséquent, en tout cas, des fonctionnaires ont vu leur salaire suspendre. Dans ce cas, est-ce qu'il serait possible que l'année soit terminée? Voilà. Donc, la question suivante concerne en tout cas les classes intermédiaires. Voilà, on a laissé en tout cas les classes intermédiaires d'aller en tout cas dans les classes supérieures, tout en sachant qu'il y a des établissements qui n'ont même pas fait en tout cas la moitié du programme. Comment ces enfants-là peuvent en tout cas aller produire du bon dans les classes supérieures, tout en sachant que la formation déjà ça pose problème. Voilà, en ce sens-là, ces enfants-là ne peuvent pas en tout cas acquérir une bonne connaissance pour réussir dans la vie, c'est un problème. Alors qu'il dit qu'il se base des textes. C'est bien d'appliquer les textes, mais si toutefois en tout cas les textes en tout cas ne vont pas nous gérer, donc ils devraient quand même laisser ces textes-là. Okay. Voilà pourquoi moi je préconise qu'il ne faudrait pas appliquer certaines choses qui ne répondent pas à nos réalités. On a compris vos préoccupations, M. Woba. Monsieur le ministre. Oui, bon, pour la première question liée aux questions salariales, on en a discuté. Oui. J'ai suffisamment expliqué, je ne souhaite pas revenir sur la question. En tout cas, nous avançons et nous travaillons à ce que l'année soit achevée. Et elle est déjà achevée pour un certain nombre d'élèves. Les conseils d'enseignement et les conseils de classe nous se sont tenus à par endroits. Et il y a des élèves qui sont en train d'entrer en possession de leur bulletin. Maintenant, pour les classes d'examen, ça se poursuit. Et nous invitons donc tout le monde à participer. Et pour l'essentiel, en tout cas, l'extrême majorité, tout se passe très bien. Maintenant, la question des programmes non achevés, j'ai expliqué aussi la démarche donc, que nous avons adoptée. Voilà, c'est la démarche du mémorandum et des cahiers de tests. Et puis, ce n'est pas la première fois au Burkina Faso qu'on a fait une année en 6 mois. Même pendant l'année scolaire 2017-2018, de octobre 2017 au 27 janvier 2018, il y avait des discussions entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'éducation. On n'a pratiquement rien fait, mais après on a achevé l'année avec des résultats qui étaient meilleurs aux examens que ceux de l'année suivante. Donc ce n'est pas la raison. Je pense qu'il faut qu'il fasse confiance au corps enseignant qui a la capacité et les ressorts nécessaires pour pouvoir donc rattraper ce qui manque lorsque cela est fait. Et pour terminer, je tiens à le dire, c'est que si on considère que les textes ne sont pas bons, il faut les abroger. Sinon, ils sont faits, validés pour être appliqués. D'accord. On va découvrir une question plateforme ensemble. Plutôt Madame Naïmatou Sakandé. Monsieur le ministre, existe-t-il un dispositif qui permet aux déplacés internes en particulier, les enfants, de continuer à recevoir des cours? Si oui, comment fonctionne-t-il quand on sait que 339 909 élèves étaient privés? L'ensemble des établissements allaient rester fermés si les conditions donc, de sécurité n'étaient pas réunies. Donc leurs examens, nous faisons le point. On découvre une question ensemble. Alors, Monsieur le ministre, c'est la même personne qui pose la question de l'introduction de la technologie. Beaucoup de choses ont été faites et donc nous développons cela. Nous utilisons tous les supports de communication possibles. Nous utilisons la radio portable ou une tablette pour pouvoir utiliser et nous sommes en train de concevoir 17 annales pour les classes. Nous allons poursuivre le processus pour les classes intermédiaires de façon à ce que cela soit mis à disposition. Mais comme j'ai dit, déjà on va distribuer donc des outils pour leur permettre d'avoir accès. Mais nous allons continuer cela dans le cadre des différentes requêtes que nous avons formulées pour qu'on puisse mettre à disposition donc, de ces personnes en zone rurale-là des outils leur permettant d'avoir accès à ça. Je voudrais aussi terminer par dire que... Oui, tout à fait. Mais les problèmes de connexion se régleront par les questions de clés USB. Si on arrive à mettre à disposition des élèves des tablettes ou des ordinateurs portables, avec des clés USB où tous les contenus y sont, ils n'ont pas besoin de connexion. C'est un processus. En 2018, comme je vous ai dit, rien n'était fait, mais aujourd'hui, nous avons... Je remercie aussi pour ça, Radio Waro, Bonification Waro, Waro 1 et 2, vraiment merci. Et donc, c'est dire qu'au-delà de ça, nous avons pensé qu'il était bon. Au regard des ressources que nous sommes en train de produire aujourd'hui, qui sont extrêmement importantes pour le maintien des élèves dans les liens de l'éducation, dans des situations d'urgence, en attendant qu'ils puissent repartir dans les classes physiquement, nous avons pensé qu'il était bon d'aller au-delà de la radio scolaire et de créer une radio-télévision scolaire. Et actuellement, nous sommes en train de travailler au recrutement de consultants pour nous accompagner
pour la mise en œuvre, parce qu'on a des partenaires qui sont prêts à financer cela. Déjà, la radio scolaire... Monsieur le ministre, mes hommages. Avec la reprise des activités pédagogiques, faut-il travailler dans le sens de l'achèvement des contenus d'apprentissage ou faire une révision des leçons déjà dispensées? Où en sommes-nous avec la question d'acquisition d'ordinateurs au profit des enseignants? Alors, pour ce qui est de la première question, il faut dire que pour les classes d'examen, nous avons donné à peu près 1 mois et demi pour leur permettre d'achever donc le programme et aller aux examens. Parce que cette question a un lien avec qu'est-ce qui va venir à l'examen. Comme moi, je ne choisis pas les sujets, je ne peux rien dire. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous attendons, c'est que les programmes soient achevés. Parce que quand on fermait les établissements, il nous restait juste 1 semaine pour aller en congé de 2e trimestre et revenir donc le 1er avril pour achever les cours autour de... en général, dans les établissements, c'est autour du 20 mai, tout est fini, on calcule les moyennes et puis les gens vont faire les examens. Donc il y a ce travail qu'il faut faire pour achever effectivement. Il ne faut pas se mettre seulement à réviser, il faut réviser et achever. Et le deuxième aspect, c'est la question des ordinateurs. Il y avait 2 aspects dans cet engagement du gouvernement lié au protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'éducation. C'était le trousseau pédagogique à accorder et faciliter l'acquisition des ordinateurs. Pour le trousseau pédagogique, ça s'est réglé. Nous avons donc, l'année passée, mis à disposition des enseignants un peu plus de 2,6 milliards pour payer le trousseau pédagogique à la rentrée. Maintenant, pour ce qui est des ordinateurs, nous avons beaucoup discuté et nous avions souhaité que cette initiative s'inscrive dans l'initiative Campus Faso. Voilà, avec le guichet qui est ouvert et tout, leur permet de s'inscrire, de l'avoir. Ça ne va pas être subventionné, ce qu'on leur a dit. Ils vont l'acquérir, mais en le payant à tempérament. Et le ministre en charge de l'enseignement supérieur me disait la dernière fois, après le lancement, qu'il y a un opérateur qui est embarqué dans le processus, un ordinateur, qui est prêt à mettre à disposition des enseignants autour de 50 000 ordinateurs dans le même chemin, mais sans subvention. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je lui ai demandé de demander à cet opérateur de nous faire les propositions pour que nous puissions les soumettre. S'il n'y a pas de subvention, monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêcherait de dire à l'enseignant d'aller chercher sur la place du marché pour dire que ce soit un opérateur qui puisse... Non, à ce niveau, il y a des aspects importants. Il y a des aspects d'abord de qualité, puisque il y a un service après-vente. Il y a des questions de garantie pendant une période, ce qui est différent de l'achat sur le marché. Et les coûts semblent être un peu plus intéressants. Et à l'autre avantage, c'est que vous le payez à tempérament. Donc ça fait 3 aspects importants qui devraient permettre à des enseignants de pouvoir s'équiper par ça. On va leur faire la proposition et s'ils sont favorables, on pourra aller dans ce sens. Mais nous attendons donc l'offre de l'opérateur. On va découvrir une dernière question sur ce point. Héroïne du FASO. De mathématiques et l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et il s'était engagé à réaliser 13 lycées scientifiques, 1 par région. Mais nous avons même été un peu plus ambitieux. Nous parlons, nous, maintenant de 15 lycées scientifiques. 2 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 dans chaque chef-lieu de région en dehors de Ouaga et Bobo. Pourquoi? Parce qu'ils ont au maximum 18 ans et nous les classons. Et vraiment, c'est les 2 grands lycées, celui de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, qui devaient être achevés d'ici la fin du mois de juillet. On a eu beaucoup de retard. Il y a un certain nombre d'éléments que des gens ont dû suivre dans la presse. Maintenant, pour les 7 autres qui restent, donc le 2e de Ouaga, parce qu'à Bobo, il y a les 2 déjà. Il y a le lycée scientifique régional à Dar Salami, qui est fonctionnel depuis début octobre. Pour les 7 autres lycées scientifiques, nous avons acquis les financements avec la Banque mondiale dans le cadre d'un financement additionnel du projet d'accès à l'amélioration et à la qualité de l'éducation. Et donc bientôt, on devrait pouvoir donc démarrer la construction. Donc les négociations sont achevées et donc les autres étapes se poursuivent de façon à ce que nous puissions démarrer certainement bientôt avec ce financement additionnel. Donc les fonds sont acquis, les 7 autres seront construits très bientôt et donc les 15 lycées scientifiques seront disponibles. Nous avons 8 déjà disponibles sur les 13 qui avaient été promis. Alors, nous allons inviter M. Seydou Ouedraogo à nous rejoindre sur le plateau ici. Il est secrétaire exécutif du CCEB. Il va s'entretenir avec vous, Monsieur le ministre, sur la question des infrastructures et du capital humain. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, M. Vous avez 10 minutes. Bonsoir. Je crois que vous allez m'aider à pouvoir rester dans les 10 minutes et à faire passer mes 4 questions.
Donc, parlant d'infrastructures, je crois que le problème qui se pose généralement, c'est la question de la qualité des infrastructures. Parce que quelquefois, on a le sentiment qu'il y a comme une furie ciblée des intempéries uniquement dirigée vers les infrastructures scolaires. Est-ce que c'est un problème de suivi? Est-ce qu'on ne pourrait pas impliquer davantage les communautés à la base dans le suivi de ces chantiers? Nous savons que ce n'est pas des techniciens, mais il y a des b.a.-ba que tout le monde connaît, parce que quand le tâcheron fait 50 briques avec un sac de ciment, tout le monde sait que c'est exagéré. Est-ce que ce type de responsabilité ne pourrait pas leur être confié pour garantir, en tout cas contribuer à assurer une meilleure qualité des infrastructures? Oui, effectivement, vous avez raison. Les questions de qualité se posent. C'est pour ça que nous avons révisé nos normes de construction pour améliorer vraiment la texture. Et donc, nous avons 3 types donc, de bâtiments proposés en fonction des budgets que nous avons. Et quand vous regardez, par exemple, les 111 complexes que nous réalisons avec le financement donc, de la République populaire de Chine, ou les CEG que nous réalisons avec le financement donc, du Japon à travers la JICA, vous allez voir que les réalisations sont extrêmement réduites, mais le coût va avec aussi. Et voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des infrastructures qui ont été dégradées, mais qui avaient été réalisées par les communautés aussi. Donc le problème, je pense, c'est les sanctions. Il faudrait pouvoir aussi revoir les textes de façon à revoir les garanties sur les bâtiments et sanctionner les entreprises et les structures de contrôle qui sont chargées du contrôle. Parce qu'il y a le contrôleur, mais il y a le contrôleur à pied d'œuvre. C'est-à-dire quelqu'un qui est permanemment là-bas, qui contrôle la qualité des briques, qui contrôle la qualité des fers, etc. Mais on me disait le dimanche dernier que dans les Balais, il y a un bâtiment qui s'est dégradé, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun poteau. Ça a été construit sans poteau. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle. Donc, aussi bien les torts sont partagés, on peut effectivement associer les communautés, mais moi je considère qu'il faut renforcer davantage les sanctions et prolonger la durée de validité, donc de garantie, de façon à ce que 10 ou 15 ans après, on puisse poursuivre une entreprise, blacklister l'entreprise si on constate effectivement que ça n'a pas été fait de façon correcte. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une facture de qualité. Je me dis, bon, c'est bien pour les sanctions, mais je crois qu'en faisant un bon suivi, on anticipe sur les sanctions. Tout à fait. Excusez-moi. Maintenant, la question de la stratégie nationale pour l'éducation inclusive a fait l'objet d'un document, ce qui est à féliciter. Maintenant, les ressources pour mettre en œuvre ce plan, est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce qu'il y a une mobilisation qui a commencé? Et où est-ce qu'on en est avec cette mobilisation de ressources pour réaliser le plan? Non, il y a effectivement une mobilisation qui a commencé, en partie avec les partenaires, mais ce plan n'est pas simplement lié aux ressources, mais lié aussi à l'intégration d'un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement du système éducatif, en termes par exemple d'infrastructure, la prise en compte, en termes même de formation du personnel pour la prise en compte des questions d'inclusivité dans l'éducation. Dans nos curricula qui sont en élaboration aussi, c'est pris en compte parce que tout ce qui est un frein à l'amélioration ou à l'intégration de l'inclusion dans l'éducation sont enlevés, sont extraits. Tout ce qui est lié aux questions de genre aussi, on regarde tous ces aspects. Mais effectivement, pour les ressources, oui, la mobilisation a commencé, elle est assez timide, liée aussi à la timidité donc, des budgets, mais aux réalités de notre budget. Parce que lorsque nous travaillons, on ne s'attendait pas à ce que la question sécuritaire puisse atteindre le niveau qu'il connaît aujourd'hui pour qu'on réoriente plus de ressources là-bas. La question du Covid nous a amené à des régulations budgétaires assez importantes qui ont un frein et donc nous appelons aussi à la solidarité internationale pour nous accompagner dans la mise en œuvre. Mais ce qui est sûr, ce que je peux dire avec beaucoup d'assurance, c'est que c'est pris en compte aussi bien dans les examens, aussi bien dans les cours, dans la formation des personnels d'encadrement des élèves, que dans la réalisation des infrastructures, et nous devons poursuivre maintenant donc, ce processus. Alors, autre question. Dernièrement, nous avons suivi avec satisfaction que les sortants des écoles franco-arabes ont été pris en compte pour pas mal de choses. Le système franco-arabe, justement, à ma connaissance, relève du système classique. Est-ce qu'il existerait une école publique franco-arabe? Sinon, pourquoi
Nous avons à la date d'aujourd'hui, nous avons commencé par le primaire, dans le cadre d'un projet que nous avons mis en place, donc le projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe, le PREFA, donc qui nous a permis de construire et de faire fonctionner à la date d'aujourd'hui une vingtaine d'établissements publics qui fonctionnent déjà. Nous formons au niveau de l'ENEP de Lumbila, donc chaque année 40 enseignants donc, du primaire franco-arabe qui vont sur le terrain. Et nous sommes maintenant en train de travailler avec c'était dans le cadre d'un appui de la Banque islamique de développement, qui prend fin bientôt, on espère qu'il va être renouvelé. Et nous avons aussi eu l'accompagnement donc, de la Banque de l'Union européenne pour poursuivre dans le cadre du post-primaire. Et dans ce cadre-là, justement, nous avons, je pense, 9 CEG franco-arabes qui sont en train d'être construits. Les curricula sont en train d'être élaborés. Et nous sommes en train de construire 2 centres de formation professionnelle franco-arabe à l'image du centre de formation professionnelle de Ogo Samuel à Dori et de celui de Koutoura. Nous sommes en train de construire 2 pour pouvoir donc effectivement démarrer d'ici là donc le poste primaire et aller au secondaire. Et c'est des établissements publics. C'est des établissements publics. Monsieur le ministre, à combien vous évaluerez le nombre de femmes responsables des structures au niveau du ministère? Ça, c'est une question difficile. C'est une question difficile. Je n'ai pas fait ce lien, mais on fait des efforts effectivement pour associer donc les femmes au poste de décision, mais des femmes qui souhaitent travailler et des femmes compétentes aussi, c'est important. Pas femmes pour femmes, mais des femmes qui souhaitent et des femmes compétentes. Mais c'est vrai que quand on fait le point, par exemple, au niveau des directions régionales du poste primaire, nous avons 3 femmes sur les 13. Donc c'est assez, on va dire que c'est peu. Au niveau du préscolaire, on a, on va dire, un peu moins. Et ainsi de suite. Au niveau des directions générales, au niveau des directions, on a 2 femmes sur les 5-6 directions générales que nous avons maintenant. Donc l'un dans l'autre, ça va, il y a des directrices et tout. Et j'ai beaucoup de chargés de mission et de conseillers techniques femmes. Mais il y a des efforts à faire, je suis d'accord avec vous. Okay. Enfin, moi, je parlais même en descendant jusqu'au niveau des écoles. Jusqu'au niveau des écoles, oui. Au niveau des écoles, il y a plus de femmes que d'hommes, mais au niveau du primaire, Okay. il y a un peu plus de femmes que d'hommes enseignantes. Okay. Oui. Est-ce qu'il y aurait une stratégie spécifique ou bien... Non, la meilleure stratégie, c'est atteindre la parité partout. Okay. Dès qu'on aura atteint la parité, tout va bien se faire. Actuellement, on a un peu plus de filles que de garçons au primaire, on a un peu plus de filles que de garçons au post-primaire. On espère qu'on aura un peu plus bientôt au niveau du secondaire. Maintenant, il faut agir sur l'achèvement. Elle peut être plus nombreuse, mais avoir donc des taux de succès un peu plus bas liés au fait que, par exemple, il y a des travaux ménagers à la maison qui sont très souvent confiés aux filles qu'aux garçons. Et puis, il y a les questions de grossesse indésirée, ces genres d'agressions et autres qui peuvent freiner. Mais sinon, je pense qu'il faut beaucoup agir sur l'accès et faire en sorte que nous puissions améliorer les taux d'achèvement au niveau des filles, de façon à ce qu'à terme, lorsqu'on aura atteint une parité un peu partout, nous aurons effectivement au moins le nombre de femmes qu'il faut que d'hommes je suis de ceux qui ont la faiblesse de croire question. Oui, c'est juste un commentaire. Je dis, je suis de ceux qui ont la faiblesse de croire qu'en responsabilisant les femmes, on peut inciter un peu plus les familles à scolariser les filles. Non, ça c'est, oui, tout à fait, et nous le faisons. Maintenant, ce n'est pas au rythme qu'on souhaite, mais il faut aussi agir sur la qualité. Si vous voulez responsabiliser beaucoup de femmes et que vous n'avez pas suffisamment de femmes qui soient au niveau, ça pose des problèmes. C'est pour ça, moi je reste convaincu que si effectivement on fait en sorte que dans un avenir très proche, au niveau du secondaire, on atteint la parité, au niveau du supérieur, on va avoir autant de femmes que d'hommes, on n'aura pas de problème à choisir des femmes compétentes pour diriger donc ce pays. Merci à vous, Monsieur Seydou Ouedraogo, d'être venu échanger avec Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, on évolue et cette fois, on a un téléspectateur au téléphone, Monsieur André Rwamba, qui nous appelle de Saint-Cancé. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai 3 préoccupations pour Monsieur le ministre. Allez-y rapidement. Voilà, ma première question est de savoir, lors de la prise de décision de valider l'année, qui sont avec les acteurs et qui le ministre a pris cette décision? J'imagine qu'il y a eu des concertations, mais les acteurs voilà, ils ont pris la décision de valider l'année. Ma deuxième préoccupation est de savoir l'objectif de la fusion des serres.
quel est l'objectif et quel est l'avantage de la fusion des SEV? Et ma dernière question est de savoir pourquoi au ministère et au MENAPL, la carrière des agents est prise en otage, notamment par rapport aux avancements, au reclassement, parce que ça contribue beaucoup à décourager les acteurs sur le terrain. Voilà, merci. Merci à vous, M. Rwamba. Alors, on ne va plus revenir sur la première partie parce qu'on en a suffisamment parlé. On va parler des deux dernières questions, fusion des SEV et puis carrière, avancement des agents. Ok, donc pour ce qui est de l'objectif de la fusion des SEV, en fait, ce n'est pas une fusion des SEV que nous faisons, c'est une réorganisation des circonscriptions d'éducation de base, en lien avec le nouveau statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi qui a été adopté, qui fait en sorte que désormais, au niveau donc, du primaire, nous avons un seul corps d'encadrement, donc, qui est donc, le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire. Avant, on en avait trois. On avait les inspecteurs de l'enseignement du premier degré, qui était le niveau le plus élevé. On avait les conseillers pédagogiques itinérants et les instituteurs principaux, qui étaient des encadreurs de proximité, donc des directeurs d'école à l'intérieur. Désormais, ils sont tous reversés dans un même emploi, qui est l'emploi d'inspecteur de l'enseignement primaire, en conservant naturellement leur classification catégorielle, mais ils ont la possibilité de changer pour les inspecteurs principaux qui sont devenus IEP, et pour les conseillers pédagogiques, de passer de A3 à A1 pour les IP et de A2 à A1 pour les conseillers pédagogiques, donc par concours professionnel avec formation d'une année ou 2 ans, selon qu'on est IP ou conseiller pédagogique. Et donc tous ceux-ci deviennent des encadreurs pédagogiques qui ne peuvent plus être dans les classes. Ils doivent aller donc dans des circonscriptions d'éducation de base. Donc, pour participer à l'encadrement, ça nécessite une réorganisation de ces structures. Parce qu'avant, qu'est-ce que vous aviez dans les SEV? Vous avez un seul encadreur, inspecteur de l'enseignement du premier degré. D'accord? Donc, vous avez un seul inspecteur de l'enseignement du premier degré. Et vous avez peut-être 2 ou 3 conseillers pédagogiques. Et puis, quelques IP, les autres sont dans les classes. Aujourd'hui, vous aurez certainement avec cette réorganisation donc, à travers le statut particulier, vous aurez dans certaines SEV 10 encadreurs pédagogiques de même emploi. Et donc, vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon. Et donc, c'est nécessaire d'organiser. Et donc, c'est ce qui fait que certaines, effectivement, vont certainement être fusionnées. D'autres, peut-être, resteront. Mais l'organisation est essentielle. Pour la question de la carrière des agents, c'est une question assez délicate, hein, qui est liée, en fait, aussi à la façon dont donc, les choses sont gérées et à la taille aussi du ministère. Donc, nous travaillons à améliorer cela. Mais une des difficultés essentielles à notre niveau, par exemple, pour les avancements, c'est qu'il faut nécessairement avoir les 2 notes. Si vous voulez traiter les avancements d'un agent de 2017, il faut avoir les notes de 2015 et de 2016. Vous avez peut-être autour de 60 000 agents concernés pour une année donnée, parce que nous avons un peu plus de 110 000 agents au ministère. Il faut les traiter. Ça vient au compte-gouttes, il y en a qui n'arrivent pas, qui se perdent de tout. Ce mélange-là crée un certain nombre de difficultés. Ce que nous avons commencé à faire depuis un certain moment, c'est que nous demandons exceptionnellement l'autorisation par moment au Conseil des ministres pour faire des opérations casier vide. Et la dernière en date, on l'a faite et ça a permis effectivement de traiter beaucoup de situations, mais malheureusement, la pandémie de la Covid-19 a arrêté parce que les gens au début ne voulaient même plus se retrouver. Et donc, mais nous avons repris, nous allons avancer. C'est une situation assez difficile, mais qui devrait s'améliorer si le ministère en charge de la fonction publique arrive effectivement à suffisamment dématérialiser les procédures, ce qui est en train d'être opérationnalisé au niveau du ministère en termes de réflexion et de mise en œuvre. Dès que ça sera fait, ça va améliorer. Mais je voudrais rassurer le téléspectateur que ces difficultés ne sont pas seulement le fait du ministère. Si vous n'avez pas les 2 notes, si vous avez une des notes, vous n'avez pas de notes, vous ne pouvez pas avancer. Nous avons M. Issaka Pafarnam qui nous appelle de Kaya. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. J'ai 2 préoccupations posées à M. le ministre. Allez-y. La première relative à la réquisition collective. J'aimerais savoir cette réquisition, parce que quand on lit le décret, ça concerne tout le monde pratiquement au niveau des établissements. Pourtant, on sait que le démarrage des activités pédagogiques depuis le 1er juin concerne uniquement les classes d'examen. Est-ce qu'un établissement qui n'a pas une classe d'examen, le personnel est obligé d'aller rester dans l'établissement? Et comment cette réquisition d'1 mois et demi là, se fait?
Deuxièmement, c'est par rapport aux frais de scolarité au niveau des établissements privés. On sait bien que le nombre d'établissements privés, en tout cas, domine beaucoup les établissements publics. Donc, souvent, les frais de scolarité, voilà, c'est un frein au bon nombre d'élèves qui abandonnent l'école. Est-ce qu'il y a un texte qui limite les frais de scolarité au niveau du privé? Voilà, bon, merci beaucoup. Merci, M. Pafadam. Monsieur le ministre. Oui, merci. Merci à M. Pafadam. Pour la première question, la réquisition collective, de toute façon, elle est justifiée par la loi donc, sur le droit de grève. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de classe d'examen, est-ce qu'ils sont obligés de rester? Il y a une organisation. Il y a une organisation. Déjà, ils sont obligés d'organiser donc la fin de l'année à leur niveau, de façon à ce que les élèves disposent de leurs documents. Et à côté de cela, si par nécessité, on a un directeur provincial, par exemple, ou un chef de section d'éducation de base, a besoin justement de ce personnel-là pour renforcer des classes dans la même zone, ils peuvent être utilisés effectivement là-bas. Donc, ils sont à disposition de leurs établissements, mais leurs établissements, les responsables d'établissement, les responsables d'établissement sont à disposition des chefs de section d'éducation de base pour le primaire ou donc des directeurs provinciaux du poste primaire et du secondaire pour le poste primaire et le secondaire et peuvent être utilisés dans le cadre de la réquisition pour renforcer par-ci par-là. Ça, c'est important. La deuxième question, pour la question des... Je voudrais d'abord lever l'équivoque. C'est au niveau du préscolaire qu'on a plus d'établissements privés que d'établissements publics. Sinon, au primaire, au poste primaire, au secondaire, il y a beaucoup plus d'établissements publics que d'établissements privés. Maintenant, il n'y a pas de texte qui limite donc la question des frais de scolarité. Pour le moment, il n'y a pas de texte qui limite. Il y a des textes qui le limitent au niveau du public, mais il n'y a pas de texte qui limite au niveau du privé. Et c'est une question assez délicate qui devrait. Nous, on avait souhaité effectivement que cette question soit abordée dans le cadre des assises nationales sur l'éducation nationale qu'on souhaitait organiser, mais pour le moment, on ne pourra pas le faire. Alors, nous allons découvrir une question sur la plateforme ensemble. Monsieur Michel Ouedraogo du Sud-Ouest. Alors, pourquoi les censeurs ne sont pas pris en compte dans les mesures transitoires accordées au proviseur directeur CAPES à l'article 75 du statut particulier portant? L'article 71 du même statut dispose que les administrateurs lycées seront nommés chefs d'établissement ou censeurs. Ce sont des textes que vous pouvez donner vous-même. Je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire, mais je pense qu'ils sont pris en compte dans la... Parce qu'en fait, dans le cadre du statut particulier, il y a des emplois qui sont supprimés, il y a des emplois qui sont créés. Donc, il y a l'emploi, donc il y a deux emplois. Il y a l'emploi d'administrateur d'établissement. Donc, administrateur des lycées et collèges. Et puis, il y a l'administrateur principal des lycées et collèges. Mais pour les administrateurs des lycées et collèges, donc, le concours peut se faire par des professeurs certifiés, par des censeurs et par des proviseurs. Donc, je ne pense pas qu'ils ne soient pas pris en compte. Ils sont tous pris en compte et il faudra être donc justement administrateur des lycées et collèges à un moment donné pour être nommé. Mais de façon transitoire, on ne pourra pas le faire parce que tout le monde... On ne peut pas avoir le nombre qu'on souhaite avoir parce que si vous avez par exemple 8000 établissements de post primaire et secondaire et vous avez que 200 ou 300 administrateurs des lycées et collèges, vous ne pouvez pas donc on va dire donc dire que il faut obligatoirement ça pour ça. Il y aura une transition qui permettra de nommer des professeurs certifiés des lycées et collèges ou des collèges au poste de chef d'établissement, mais c'est différent de l'emploi. Il y a l'emploi et puis il y a la responsabilité. Vous pouvez être un administrateur d'établissement, mais ne pas être dans une classe. Vous pouvez être un administrateur d'établissement et vous retrouver dans une administration pour quelque raison que ce soit. Donc il y a l'emploi, il ne faut pas confondre l'emploi et le poste. Donc il y a l'emploi administratif, mais il y a le poste aussi. Alors je vais vous poser une dernière question. Une question qu'on n'a pas abordée. Lorsque vous étiez passé ici en 2018, il y avait la question des classes à construire. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, Monsieur le ministre, combien de classes avez-vous construit entre 2015 et aujourd'hui? Alors, on va dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le préscolaire, j'avais dit sur 300 établissements de 2 classes, donc 600, nous avons construit 153.
Donc ça nous fait 51% de réalisation. Pour les classes sous paillotes, nous avions évalué donc le nombre de classes sous paillotes à construire à 4353. Nous sommes aujourd'hui à 3120 de réaliser ou quelques-uns en cours de réalisation. Ça fait écoles qui restent parce que oui, non, c'est ça, ça fait 73%. Oui. Nous sommes à 3120 réalisés salles de classe sur les 4353. Nous sommes à 73%. Il en reste encore, mais ce que je voudrais dire à ce niveau, comme vous l'avez dit, c'est que pendant qu'on réalisait, il y en a qui se créaient. Nous avons pris un texte pour dire qu'il n'est plus question de le faire. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 5000 en fait. Mais nous partons de la base de 2015, la base d'engagement du chef de l'État qui est 4353. Et pour les écoles incomplètes, des écoles à 2 classes, à 3 classes ou à 4 ou à 5 classes, à compléter pour être à 6 classes, nous devrions réaliser 7250 salles de classe. Nous sommes à 2123 salles de classe réalisées. Par contre, pour les CG, ce qui est très intéressant à ce niveau, l'engagement c'était de construire 310 CG. Nous sommes aujourd'hui à 529 CG réalisés. Donc 170%. Donc de façon globale, voilà un peu ce qui est réalisé en termes de salles de classe. Donc nous avons un peu plus de 8000 salles de classe. Mais de façon globale, nous sommes à 65% de l'engagement. On va appeler le vérificateur à venir parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Fousseni Kindo, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Vous avez la responsabilité de faire le contrôle de ce que nous faisons depuis le début. Tout à fait. Et vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Le pôle de vérification vous a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Le pôle a relevé que vous avez été très subtil dans vos réponses. Par moments, vous êtes d'accord avec tout le monde et vous êtes toujours en projet sur plusieurs points. Mais de façon générale, le pôle de vérification a trouvé que vous étiez à l'aise sur les sujets que vous abordiez. Et par exemple, sur la question des salaires, le pôle relève que vous refusez de revenir là-dessus et pourtant les téléspectateurs sont enthousiastes et certainement que c'est un goût d'inachevé. Et avec l'équipe de vérification appuyée par une équipe de fact-checkers, c'est-à-dire ils font du fact-checking. Ils vérifient un peu ce que vous avez fait en 2018 et par rapport à maintenant. Et l'équipe de fact-checkers a relevé que sur la question de l'hygiène menstruelle, en septembre 2018, vous avez promis la mise en place d'un programme sur la question et près de 2 ans après, la question semble toujours en chantier ou peut-être aux oubliettes, mais vous n'en avez pas fait cas si le programme est exécuté ou pas. Et l'équipe de fact-checker fait également le constat que en corrélation avec votre passage en 2018, il n'y a pas eu d'évolution dans l'accès à l'hygiène et l'assainissement dans le cadre scolaire, au-delà du projet WaterAid sur les 1346 écoles. Et vous êtes professeur et vous avez l'habitude de donner des notes. Et peut-être ce soir, vous allez vous soumettre à l'exercice de ces notes. Le public ici, sur ce plateau, vous a suivi également et a apprécié ce que vous avez fait comme prestation. Et le public vous attribue la note de 7 sur 10. Et le pôle de vérification également vous a attribué la note de 7 sur 10, ce qui nous fait une moyenne de 7 sur 10. Voilà ce qu'on pouvait dire, Simon Gongo, de l'équipe de vérification et de l'équipe de fact-checker. D'accord. Voilà. Merci à vous, M. Kindo. Réaction, M. le ministre? Non, pas de réaction particulière sur ce qui a été dit. Je constate simplement que la note est restée la même. Stationnaire. Oui, mais c'est une très bonne note. On est donc peut-être déjà plus sévère envers vous. Non, parce pas du tout. Je pense pas du tout. Pas du tout. Mais le plus important, c'est que cette émission nous permet de montrer ce qui a été fait
Et en écoutant, on se rend compte qu'il y a eu quand même du progrès. C'est ce qui est important. S'il n'y avait pas eu du progrès, on serait peut-être allé de façon décroissante. Et donc, c'est une très bonne chose. Donc, je les félicite parce que c'est un exercice difficile d'écouter et de donner des notes. Nous, en général, on donne les notes en corrigeant ce qui est écrit. Donc, je les félicite pour cet exercice difficile aussi. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu sur le plateau de Dialogue Citoyen. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, l'équipe technique pilotée par Yaouma Rémi Sommet. Tout à l'heure, vous avez la dernière édition du journal avec Ismaël Diloma Sirima. Bonne suite de programme sur la RTB.